Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. 53 km bitumage du tronçon Niakara-Tortilla. Il reste une vingtaine de mois de travaux, indique le ministre de l'Équipement. Le vice-président de la République s'est rendu sur le chantier. Sa visite dans le Hambol l'a également conduit à l'hôpital général de Niakara et Tafiré. Des échanges avec les populations de Dabou et Songan, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé un appel à la paix et à la cohésion. Plusieurs projets vont améliorer davantage le quotidien des populations en 2025, des populations qui témoignent leur attachement aux actions de développement du président de la République. Le gouvernement veille au respect des prix plafonnés par l'État. Les populations doivent avoir accès aux denrées alimentaires de première nécessité et à moindre coût. La brigade de contrôle rapide y veille. Des marchandises saisies pour fraude et prix non affichés. Attention aussi aux faux contrôleurs. En République démocratique du Congo, la situation toujours tendue ce samedi dans les environs de Goma. Les combats opposent depuis quelques jours l'armée congolaise au M23, puis 400 000 personnes déplacées. Ce samedi, le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, a poursuivi sa tournée dans le Hambol. Il a visité les hôpitaux de Niakara et Tafiré, mais avant, il était sur le chantier de la route Niakara-Tortilla d'un coût total de 48 milliards de francs CFA. Les travaux ont débuté en avril 2024. Alexis Oudraogo. Troisième étape de la visite du vice-président ce samedi dans le Hambol, Niakara-Madougou. Thiemoko Melie-Kone vient s'assurer de la bonne avancée des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Niakara-Tortilla, longue de 53 km. Je viens de visiter le chantier de la route Niakara-Tortilla, qui est une route extrêmement importante, qui permet donc de relier la région du Hambol à la région du Poro. Nous sommes autour de moins de 20%. Le coût du projet, c'est autour de 48 milliards. Mais les travaux avancent bien et nous pensons que d'ici maximum une vingtaine de mois, donc le chantier sera livré. Entamé en avril dernier, l'ouvrage doit être livré en septembre 2026. Quand le président de la République est passé ici, c'est une promesse qu'il a faite. Deuxièmement, la ville de Tortilla, la région de Tortilla a toujours été considérée comme une zone diamantifère. Et partout où nous avons des minéraux à exploiter, il faut que la route conduise ceux qui doivent le faire aux endroits indiqués. Donc c'est une promesse du président de la République qui a été lancée. Il était normal qu'on vienne s'asseoir et voir si les travaux avancent normalement. Ces travaux avancent normalement et nous pensons que dans quelques mois, nous viendrons pour l'inaugurer pour le bonheur des populations de la région. Deux autres visites, celle de l'hôpital général de Niakara et de l'hôpital en chantier de Tafiré. La région du Hambol est une région très vaste et qui reçoit énormément de monde sur l'hôpital de Katiola, qui n'était pas en très bon état. Donc le chef d'État avait décidé déjà de réhabiliter et de construire un nouvel hôpital, un nouveau CHR qui est en cours. Mais la distance des transports et de prise en charge des malades des différentes extrémités pose problème. Donc il a été décidé de construire ici à Tafiré un hôpital général de 100 lits, avec tous les services, y compris donc une radiologie comportant un scanner, pour bien prendre en charge donc, les populations. Mais ça nous donne aussi la possibilité, lorsque les autorités viennent ici, de les prendre en charge et nous sommes heureux donc, de voir que ce chantier avance bien. Ce matin, nous sommes passés avec le vice-président pour lui présenter l'état d'avancement de ce chantier qui doit normalement s'achever d'ici septembre prochain et pouvoir donc servir à prendre en charge les populations de la région. L'ensemble des populations de la région du Hambol est très satisfaite de cette visite du vice-président qui est venu au contact des investissements, au contact des populations, loin de tout ce qui se dit à Abidjan. Il est venu constater qu'en matière de voirie, en matière de santé, en matière d'adduction d'eau potable, il a des avancées notables depuis quelques années ici dans notre région du Hambol. Et vous avez dû voir la ferveur populaire autour donc, de cette visite. La visite du vice-président dans le Hambol prend fin ce dimanche à Tafiré.
Et c'est un bilan des faits et des personnalités qui ont marqué le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Un peu plus de 200 pages pour raconter cette histoire et les secrets de l'institution jusqu'au méconnu. Le CAMES de 1968 à 2018, un demi-siècle au service de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Un ouvrage de Dr Cissé Chikuna, qui est l'invité de la page culture. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Koulibaly. Vous êtes maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et il vous a fallu, j'imagine quand même, beaucoup de temps pour chercher, puisque c'est un document qui s'inscrit dans l'histoire et les faits étant sacrés, ça a été quand même plusieurs mois de travaux. Oui, ça a été un métabolisme de travail important qu'il fallait dégager pour sortir cette œuvre-là. Enfin, elle est là et je pense que c'est le plus important. Oui, d'accord. On en parlera tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité et on se retrouve dans la page culture, l'actualité qui nous amène à Songon et à Dabou. Le Premier ministre Robert Mbegre-Imambe y était. Il a lancé un appel à la paix et à la cohésion sociale. Le chef du gouvernement rassure les populations. Plusieurs projets vont améliorer davantage le quotidien. En 2025, les populations ont témoigné leur attachement aux actions de développement du président de la République. Nous y reviendrons dans nos éditions. En attendant, allons au siège des Nations Unies pour la Journée internationale de l'éducation. La communauté éducative mondiale mesure l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a représenté la Côte d'Ivoire. Le pays mise sur l'excellence et le mérite à l'école. Elle a partagé les approches nouvelles avec les participants. Ami Sissoko. La scène internationale a une nouvelle fois offert une plateforme à la Côte d'Ivoire pour démontrer son engagement envers l'éducation et les nouvelles technologies. À l'invitation de Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a pris part à la Journée internationale de l'éducation au siège des Nations Unies à New York. Sur le thème « Intelligence artificielle et éducation, préserver l'autonomie dans un monde automatisé ». Face à des experts mondiaux, des décideurs politiques et des défenseurs de l'éducation, la ministre a présenté les initiatives du gouvernement ivoirien visant à améliorer les résultats scolaires grâce aux nouvelles technologies. Parmi les actions concrètes que nous avons entreprises, je citerai premièrement la formation des enseignants aux compétences numériques, favorisant l'adoption de nouvelles approches pédagogiques basées sur les technologies. Deuxièmement, le développement de partenariats stratégiques avec des organisations internationales et des entreprises technologiques pour garantir un transfert de compétences et de ressources. Pour conclure, la ministre Mariatou Koné a insisté sur le fait que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'humain, mais plutôt le renforcer, en mettant l'accent sur une coopération internationale accrue pour faire de l'éducation le socle d'un avenir durable et inclusif. Le temps est venu de bâtir un nouveau pacte éducatif mondial où l'intelligence artificielle sera une alliée précieuse et non une menace. Ensemble, faisons de l'éducation le cœur battant d'un avenir où la technologie renforce notre humanité. La Côte d'Ivoire a rejoint plus de 20 nations africaines engagées aux côtés de l'UNESCO pour évaluer leur état de préparation à l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif. Objectif: identifier les forces, les défis et les ajustements nécessaires pour un déploiement efficace et inclusif de cette technologie. Et sur place ici, la communauté diplomatique apporte son soutien à la Côte d'Ivoire, un soutien pour la tenue de l'élection présidentielle apaisée en 2025. Ces diplomates en ont parlé avec le ministre des Affaires étrangères. Léon Kakou Adom les rassure, la Côte d'Ivoire va réussir le pari. Julien Gogo à Boussanogo. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les représentants des organismes internationaux se félicitent de la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs différents États et institutions. Ils l'ont réaffirmé en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au profit de nos peuples respectifs, la paix ici prendra la forme des garanties d'une élection présidentielle intégrante
toutes les parties qui ont le droit de participer, soit libre, inclusive, transparente et non violente. L'Union africaine compte beaucoup sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a l'expérience. La Côte d'Ivoire ne cesse de prôner la diplomatie, tous les litiges qui existent au sein de notre communauté par la voix de son Excellence M. Alassane Ouattara. Face aux représentants diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, Léon Kakou-Adom assure de la tenue de l'élection présidentielle. Il convient de rappeler à cet égard les propos tenus le 9 janvier dernier devant vous par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux, et je cite: « Je voudrais rassurer encore une fois nos compatriotes et l'ensemble de la communauté internationale quant à la tenue d'une élection paisible, démocratique et transparente en 2025. » Fin de citation. Aussi voudrais-je vous demander d'être nos ambassadeurs auprès de vos mandants respectifs en leur restituant la réalité d'une Côte d'Ivoire résolument au travail pour son développement, pour le renforcement de la cohésion sociale, pour la sécurité et la paix à l'intérieur de ses frontières, dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Léon Kakou-Adom a échangé avec le personnel du ministère, des collaborateurs prêts à accompagner toutes les actions entreprises pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et les questions environnementales préoccupent aussi le monde. Le premier forum sur les marchés de carbone en Afrique de l'Ouest, tenu à Abidjan, les différentes parties ont échangé sur les mécanismes de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l'Environnement a indiqué que c'est un rendez-vous pour des opportunités d'investissement. On en parle avec Grace Kando. Le marché carbone est un espace d'achat et de vente de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs tels que la foresterie, l'énergie, le transport, l'agriculture et les déchets. Des pays africains ont compris qu'il s'agit d'un outil, d'un levier important pour pouvoir mobiliser des investissements pour leurs projets. L'objectif de ce forum, c'est d'accompagner justement cet élan des pays de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'Afrique de l'Ouest réussissent ce pari de mettre en place des mécanismes solides, c'est la garantie de pouvoir lever des financements. Ce forum sur les marchés du carbone en Afrique de l'Ouest mobilise plusieurs partenaires nationaux et internationaux et vise à promouvoir des investissements dans les projets durables. Ce premier forum du marché carbone va vraiment positionner la Côte d'Ivoire comme un pays leader dans ce domaine, donc de faire en sorte que soit les États des pays qui polluent ou les entreprises qui polluent ou même des privés qui veulent en fait compenser par exemple leur voyage en avion puissent trouver en Côte d'Ivoire des projets qui puissent les compenser, donc des projets qui vont en fait absorber ce carbone, donc des projets de reboisement, des projets de planting, des projets donc de conservation de la biodiversité. Notre pays entend jouer un rôle de leader dans la mise en œuvre de ce mécanisme en Afrique de l'Ouest. Et donc aujourd'hui, nous avons mis en place tout le dispositif réglementaire. Nous avons créé un bureau du marché carbone. Nous organisons un forum pour faire la promotion de ce mécanisme, permettre à tous les acteurs de se familiariser avec ce nouveau dispositif qui va apporter des ressources additionnelles à nos pays pour financer l'action climatique. Conformément à ces engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire, suite à l'accord de Paris en 2015 sur le climat, s'est engagée à réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Une opération de curage des caniveaux lancée à Yopougon. Le maire Adama Bictogo veut une commune propre, un cadre de vie agréable pour les populations. Il entend faire de Yopougon un modèle de gestion des ordures. Godefroy Okambawa. Carrefour Sipores, point de départ de cette première opération de salubrité de l'année dans la commune de Yopougon. Le maire de la commune, Adama Bictogo, accompagné de ses conseillers, donne l'exemple. Première étape de cette opération, le curage des caniveaux de la commune. Au niveau du marché Sipores, le décor est peu reluisant.
Les riverains s'inscrivent donc dans cette dynamique, rendre leur commune propre. Si tout le monde met de son sien dedans, je pense que tous les caniveaux pourront être un peu propres. La commune de Yopougon aspire au rang des communes les plus propres de la Côte d'Ivoire. Le maire Adama Bictogo se donne les moyens pour l'assainissement du cadre de vie de ses administrés. La propreté de notre commune devait commencer par nous-mêmes. C'est vrai qu'il y aura au quotidien le nettoyage, mais je pense qu'il faut maintenir donc cette dynamique-là pendant une année pour que les populations s'habituent justement à se prendre en charge et que nous ne soyons pas toujours dans l'attente que l'État, le gouvernement vienne à nous. Non. En plus de l'opération Ville propre, initiée tous les premiers samedis du mois par l'ANAGED, le maire Adama Bictogo engage les populations de sa commune à rendre leur cadre de vie sain, des actions qui impacteront sûrement leur qualité de vie. On parle d'autres actions. Elle est chargée de veiller au respect des prix plafonnés par l'État. La brigade de contrôle rapide a saisi des marchandises. Certains commerçants n'ont même pas affiché les prix. D'autres ne les respectent pas ou mettent en vente des produits périmés. L'opération a intervenu dans la commune d'Abobo. On le voit dans ce reportage de Léon Brou. À Bobo, PK18, cité Concorde, la brigade de contrôle rapide dans la boutique de Mokhtar. Aucun prix affiché, fraude sur le plafonnement. Prenez tout ça, pardon, madame. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes en infraction, vous ne respectez pas les prix. Riz, pâtes alimentaires, sucre, huile, tous frappés d'une flambée de prix. Mokhtar vend par exemple l'huile de palme d'1,5 litre à 2000 francs contre 1775 francs CFA le plafond. Marchandise, souvent ça monte, ça descend. Quand ça descend, on diminue. Quand ça monte, comment on peut faire? Si on n'a pas mis un peu dessus là. Le sac de riz Carnaval 12 000 au lieu de 10 675 et puis le sucre 1000 francs au lieu de 875. On va procéder à une saisie, on va vous laisser une convocation. Dans cette autre boutique, saisie de marchandises pour 3 violations à la loi. Non-respect et non-affichage des prix plafonnés, vente de produits périmés. Souvent, tu trouves quelque chose, tu n'as pas croire de ça, bien, tu n'as pas bien. Mais si les clients regardent, contrôlent comme moi, ils descendent d'évaluer. En même temps, si Koubel vient, il le donne en même temps. Mise sous scellé de cette quincaillerie, la BCR l'a prise en flagrant délit de vente à 5 000 francs contre le plafond de 4 800 francs CFA, le paquet de ciment. Il devra s'acquitter d'une amende. L'amende varie de 100 000 francs à 50 millions. Attention, la brigade de contrôle rapide infectée par des faussaires. Un arrêté à Bobo par la gendarmerie est déféré devant le parquet d'Abidjan ce 24 janvier 2025. Les agents de la brigade de contrôle rapide sont accompagnés d'un gendarme, ont un véhicule BCR bleu ou un véhicule immatriculé au compte du ministère du Commerce. Nous sommes aussi vêtus d'un chasuble bleu foncé ainsi qu'un badge. Pour joindre la brigade de contrôle rapide, le numéro vert 1343 ou l'application www.contrôlecitoyen.ci. Et dans l'actualité ce soir également, elles veulent contribuer à renforcer la paix et l'unité. Le caucus des femmes pour la paix signe une convention avec le ministère de la Cohésion nationale. Cette synergie d'action a pour objectif de mener des actions de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Jean-Marc Djadji. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et le caucus des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix signent une convention. Les deux entités unissent par cette initiative leurs forces pour la promotion de la paix et la cohésion sur l'ensemble du territoire national. Des actions de sensibilisation de masse sont prévues en cette année électorale. Pour nous, cette convention vient comme une gratification et un appel à aller plus loin, très loin. Depuis des mois, nous sommes sur le terrain pour rassembler les femmes de Côte d'Ivoire de toutes tendances et catégories pour leur parler de paix et de cohésion sociale. Désormais, nous allons le faire en nous appuyant sur un partenaire crédible comme votre grand ministère. La signature de la convention est un acte qui illustre parfaitement notre engagement commun à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire et cohésive dans toute sa diversité. L'année 2025 sera marquée par les élections présidentielles, une étape importante dans la vie de notre jeune démocratie. J'en appelle au caucus des femmes pour la paix, aux organisations de la société civile, ainsi qu'à tous les acteurs sociopolitiques. Investissez les amours, prêchez la paix
et soyez des piliers de la préservation de la paix afin d'assurer une élection présidentielle apaisée. Le renforcement de la culture démocratique et de la prévention et la gestion pacifique des conflits. Les deux axes principaux du plan de cohésion nationale 2024-2025 élaboré par le ministère de la Cohésion nationale ont été présentés aux femmes du caucus. Et dans l'actualité politique ce soir, le président du PPACI était ce samedi à Djamé Village. Laurent Gbagbo s'y est rendu pour rencontrer le peuple hatchan, une tournée annoncée il y a quelques jours par le parti Victorine Yaoyoboué. Il était attendu ce samedi après-midi à Djamé Village dans la commune d'Adjamé. Laurent Gbagbo arrive sur la place de la chefferie d'Adjamé Village sur le coup de 15 heures pour une visite d'amitié et de compassion au peuple hatchan suite à la démolition de certains bâtiments pour le prolongement du 4e pont, dira le porte-parole de la chefferie. Abidjan-Adjamé est le village centre de la fratrie Bidjan, composé de 7 villages. Voilà qu'après le passage de vos émissaires, qui nous ont transmis vos salutations fraternelles, votre compassion, vous êtes présents ce jour à Abidjan-Adjamé pour compatir à nouveau à la souffrance des Tchaman d'Adjamé Village. Adjamé Village étant l'un des piliers de la ville d'Abidjan, le président du PPACI s'est dit dans l'obligation d'écouter ces populations en vue d'apporter son soutien, non sans faire allusion aux prochaines échéances électorales. Je pleure avec les habitants d'Adjamé qui ont eu leur maison cassée. Je leur dis que je suis avec eux. Monsieur le chef, c'est ça que je suis venu vous dire. Laurent Gbagbo était également à Djamé Village pour informer le peuple hatchan de sa prochaine tournée dans le district d'Abidjan. Information favorablement accueillie par les populations. L'école du parti Instance du Front populaire ivoirien démarre sa session de formation politique. Une séance tenue à Nonkwa-Kouté ce samedi. Les militants sont formés sur la gestion de réunions, la rédaction des documents, ce renforcement des capacités à rassembler une centaine de vice-présidents et de secrétaires nationaux. Ils se préparent ainsi pour les élections présidentielles. Julien Gogo à Boussanogo. Outiller les militants, renforcer leurs compétences organisationnelles, encourager la mobilisation et l'engagement politique sur le terrain en offrant un cadre d'échange et de dialogue entre les militants et les responsables du Front populaire ivoirien. Ce sont les objectifs de la première session de l'école politique organisée dans la commune d'Abobo. Ce matin, pour échanger avec nos militants et leur donner les rudiments nécessaires pour qu'ils aient la formation qu'il faut afin que nous puissions aborder ces élections-là avec la paix au cœur. Les gens sont politiquement formés, ils privilégient la discussion. Cette première phase ne concerne pas beaucoup d'hommes, ça concerne seulement une centaine de personnes. Cette année, c'est une année spéciale, une année d'élection. Donc nous avons décidé de décentraliser, de concentrer la formation dans des responsables qui occupent les fédérations, les sections et les secrétaires nationaux. Destinée à une centaine d'auditeurs du Front populaire ivoirien, cette première session marque ainsi le démarrage d'une campagne de formation des militants du Conseil politique régional d'Abobo et d'Anyama. Toujours dans l'actualité politique, Janoa Oussou-Kouadio, ministre d'État conseiller spécial du président de la République, a reçu les membres du mouvement 2025 et Ouan-Ado. Cette rencontre a été marquée par les messages de mobilisation des populations du Vébaoulé pour le président de la République, Malika Koulibaly. L'essentiel repose sur des approches individuelles. Ce ne sont pas les grands meetings qui font les élections. C'est la quintessence du message de Janoa Oussou-Kouadio, ministre d'État conseiller spécial du président de la République. Par ailleurs, cadre du Vébaoulé. À l'occasion de la présentation des vœux du nouvel an du mouvement 2025 et Ouan-Ado à sa résidence. Opportunité pour le cadre du Vébaoulé d'inviter les membres du mouvement à demeurer efficaces sur le terrain. Si la Côte d'Ivoire est bien gérée, bien tenue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un maître à bord. Et ce maître s'appelle Alassane Ouattara. En ce qui nous concerne, nous les populations du centre, nous disons qu'il y a 98% de bons dans ce qu'Alassane Ouattara fait pour nous. Il faut ratisser large. Vous,
jeunes, tous les hésitants, ceux qui hésitent, les indécis, ceux qui ne sont pas encartés, allez les chercher, ramenez-les pour qu'ils votent pour le président Alassane Ouattara le 25 octobre. Louis Kwaku Abonouan, président du mouvement 2025 Ewan Ado, promet de mobiliser le maximum d'électeurs dans le Vébaoulé et au niveau de la diaspora. 2025 Ewan Ado s'est constitué pour venir en complément à ce qui a pu exister, pour venir en complément à ce qui existe afin de ratisser plus large. Et pour aller mobiliser le pays baoulé, il faut plus d'une chose. Il faut surtout une méthode. Et vous avez cette méthode. Pour rappel, Ewan Ado a été créé le 7 décembre 2024. Ce mouvement a pour principale mission la mobilisation de l'électorat du Vébaoulé et de ses ressortissants de la diaspora en faveur de la candidature d'Alassane Ouattara. Et nous vous le disions, le Premier ministre Robert Beugri-Mombe était à Dabou et Songon. Il a lancé un appel à la paix et à la cohésion. Le chef du gouvernement rassure les populations. Plusieurs projets vont améliorer davantage le quotidien en 2025. Les populations ont témoigné de leur attachement aux actions du président de la République, Abdoulaye Koné. C'est un événement marquant qui reflète l'engagement du gouvernement envers ses citoyens. Ceux de Dabou, de Jacquesville et de Grand Laou ont décidé de se tenir aux côtés du chef de l'État. Dabou, terre de tradition et d'innovation, est prête à jouer pleinement son rôle dans la réalisation des grands projets que vous portez pour notre pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, au nom de toutes les forces vives de Dabou, notre soutien indéfectible à votre action et à votre vision pour notre pays. Nous sommes fiers de contribuer à notre échelle à la construction d'une Côte d'Ivoire unie, forte et prospère. Les filles et fils des grands ponts, sans exclusive, voudraient vous prier, vous, le messager référence, auprès de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, de lui transmettre leurs vœux de pleine santé, de bonheur intégral, de paix durable, de prospérité établie, et de réussite dans toutes ces entreprises au service de la Côte d'Ivoire qu'il dirige avec maestria, probité, dévouement et grandeur. Observant les joutes électorales en approche, les gardiens de la tradition appellent à conserver les acquis de la cohésion sociale. La Chambre des rois, Monsieur le Premier ministre, qui est à vos côtés, que vous pouvez envoyer mission quand vous voulez, parce que le travail de conciliation, c'est leur travail quotidien. Nous sommes avec vous, nous savons qui vous représentez, nous savons, Monsieur le Premier ministre, que vous avez une crainte de Dieu, nous connaissons votre obséquicité. Dans une démarche exceptionnelle, le Premier ministre a décidé de faire le chemin inverse pour présenter ses vœux aux populations. Un geste fort apprécié, il a appelé à former un bloc autour du chef de l'État. Dans une équipe de football, les meilleures équipes sont celles où les défenseurs, le milieu de terrain et les attaquants montent ensemble et descendent ensemble. C'est comme ça que les éléphants ont joué. Nous devons former ce qu'on appelle un bloc équipe. L'intérêt du bloc équipe, c'est qu'on ne regarde pas qui est qui. Ce qui compte, ce sont les résultats. Je ne suis qu'un envoyé. Derrière moi, il y a un grand chef qui attend beaucoup de Dabou. Je suis venu de la part de votre frère, le président Alassane Ouattara, pour vous dire que nous devons former bloc équipe. Un exercice similaire auquel s'est livré le Premier ministre Robert Beugri-Mombe dans la commune de Songon quelques heures plus tard. Reçu par le syndicat des copropriétaires du quartier Songon Millionnaire, ces derniers ont égrené un lot de doléances qui seront transmises au chef de l'État. Ces cérémonies de présentation des vœux à Dabou et à Songon ont été l'occasion de rappeler l'importance de l'unité et de la solidarité autour du président de la République pour une Côte d'Ivoire plus forte et plus inclusive.
Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire toujours tendue ce samedi dans les environs de Goma. Les combats opposent depuis quelques jours l'armée congolaise au groupe M23. Le président Félix Tshisekedi a tenu hier un conseil de défense. Il a demandé à ses responsables militaires de repousser l'agresseur loin de Goma. L'Union africaine a appelé samedi à la cessation immédiate des combats. L'Union européenne de son côté pointe la responsabilité du Rwanda. Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les combats depuis le début de ce mois de janvier. Voici maintenant la page consacrée à la culture. La 8e édition du festival Manon d'Anané est lancée, un festival qui prône la culture dans l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, initiatrice de l'événement, veut promouvoir les richesses agricoles, touristiques, culturelles de la région du Tongpi. Khalil Diomandé. Ambiance bon enfant dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Les couleurs de la 8e édition du Manon Festival de Danané s'annoncent déjà. L'écotourisme et l'agrotourisme seront encore au menu de ce rendez-vous culturel dans la région du Tongpi. Une initiative de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire pour la promotion du patrimoine culturel dans l'autonomisation des femmes paysannes et le renforcement de la cohésion sociale. Le Manon veut dire ma richesse. L'objectif de ce festival, c'est valoriser les potentialités touristiques et agricoles de cette région-là. Cette année, nous avons mis en exergue la formation des femmes paysannes à la transformation du café. Écotourisme et valorisation de la culture locale dans le Tongpi, opportunités et défis. C'est le thème choisi pour l'édition 2024, d'où le soutien des chefs traditionnels de la région du Tongpi, des chefs Hatchan, des élus et cadres de Danané et des communes partenaires, dont celle de Cocody. C'est primordial de pouvoir allier tourisme à environnement, deux leviers majeurs du développement de Cocody. C'est une fierté de recevoir un tel événement qui vient apporter un certain dynamisme à notre culture, à l'économie, au tourisme, à l'agriculture. Pendant 4 jours, du 9 au 12 mai prochain, le Manon Festival fera de la ville de Danané la capitale régionale de l'agriculture, de la culture et du tourisme du Tongpi. Nous retrouvons l'invité de la page culture, le CAMES de 1968 à 2018, un demi-siècle au service de l'enseignement supérieur de la recherche en Afrique, une œuvre de professeur Chikuna Sissé. Alors professeur, dites-nous, et c'est bon à le savoir, c'est à l'issue d'un test que vous avez été retenu par le CAMES pour écrire cette histoire. Mais pour montrer quoi? Oui, d'abord merci pour l'invitation. Et pour être transparent sur la question, au départ je ne suis pas spécialiste de l'histoire politique, intellectuelle et culturelle. Je suis plutôt spécialiste des migrations et des civilisations malinquées. Il se trouve qu'en 2017, le CAMES envisage de célébrer son cinquantenaire. En 1968 que le CAMES a été créé. Alors il lance un appel à candidature pour sélectionner un historien pour écrire le livre sur le CAMES. Je soumets ma candidature à cet appel d'offres. Je remporte la mise et me voilà en train d'écrire ce livre-là sur l'histoire du CAMES pour célébrer son cinquantenaire qui a eu lieu en 2018. Alors, c'est un livre qui retrace vraiment ces 50 ans du CAMES en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un organe qui naît comme pour s'émanciper aussi un peu de ce qui se faisait à l'étranger, de ce que les enseignants étaient obligés, les chercheurs étaient obligés de faire, aller en France pour l'évaluation. Mais c'est une histoire qui commence avec un Africain, Joseph Kizerbo. Oui, Joseph Kizerbo, c'était un peu le leader charismatique du CAMES, pour emprunter au sens où Max Weber entend le terme de leader charismatique. La gauche latino-américaine parlerait de leader maximo. C'est-à-dire que Kizerbo, c'est vraiment l'âme du CAMES. C'est lui qui impulse la marche vers la création du CAMES. Et parce que historien averti, il a considéré que, alors pour que ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent comprennent la chose, c'est que l'université est régie par des hiérarchies symboliques et académiques. Et nous avons des grades. Lorsque tu as un doctorat et que tu es recruté, tu es maître assistant. Après, tu passes d'abord assistant, ensuite maître assistant, maître de conférence et prof titulaire. Mais entre les différents grades, il y a des productions scientifiques qu'il faut faire. Alors, à l'époque, avant 1978, c'est en France que nos aînés envoyaient les dossiers
et c'est des Français qui décidaient de qui devait changer de grade. Jacques Izerbo pense que ce n'est pas normal, c'est un reliquat de situation et qu'il faut combattre, et donc il décide qu'il faut sédentariser les processus d'évaluation des anciens chercheurs et chercheurs en Afrique. Donc voilà d'où l'idée de créer le CAMES germe, mais à tout seigneur, tout honneur, il faut reconnaître que c'est le président sénégalais Léopold Sédar Senghor qui le premier a émis l'idée de création du CAMES et qu'Izerbo porte ce combat. Et malheureusement, ça ne se passe pas très bien, surtout avec Izerbo, qui est obligé de démissionner de son poste de secrétaire général. Il s'est senti très frustré à l'époque. Parce que vous l'avez dit dans votre ouvrage, j'ai lu sa lettre de démission. C'était assez émouvant. Oui, en fait, Jacques Izerbo dirige le CAMES depuis 10 ans. En 1978, il éprouve le besoin de faire une carrière politique. Or, Max Weber a montré bien la dichotomie qu'il y a entre le savant et le politique. Alors, il s'engage en politique, mais il prend soin d'informer le ministre burkinabé. Il n'est pas encore candidat. Il n'est pas encore candidat, mais il écrit un courrier au ministre voltaïque de l'Éducation nationale, M. Arnaud Traoré, pour lui dire que sa population lui demande d'être candidat. Donc, comme les deux fonctions sont incompatibles, donc il donne sa démission du CAMES pour aller à l'Assemblée. Il est élu député, donc naturellement, il renonce à sa fonction de secrétaire général du CAMES. Alors, il s'en va et finalement, c'est son adjoint, Seth Wilson du Togo, qui le remplace. Et Wilson va au Togo prendre ses bagages et Adema le met en prison. Et donc le CAMES n'a pas de tête. Finalement, Kizerbo à l'Assemblée, Seth Wilson arrêté. Et donc la Confémène qui était la tutelle du CAMES demande que le pays siège Lord Volta et choisit quelqu'un d'autre pour la suppléance. C'est ainsi que l'assistant de chimie Thibaut Simon Cabré est retenu pour être secrétaire général. Et 2 mois après, Seth Wilson est libéré. Il revient au CAMES. Donc, nouvelle passation de charge pour le remettre en selle. Et 1 an après qu'Izerbo démissionne de l'Assemblée nationale de la Haute-Volta, il vient prendre sa place au CAMES. Et pour la France, qui était un pays important du système, c'était inacceptable. Ça a été refusé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de réhabilitation de Kizerbo, celui qu'on peut considérer comme le père du CAMES, peut-être? Oui, c'est le père du CAMES parce que les années Kizerbo sont marquées par ce qu'on appelle les CCI, les comités consultatifs africains, justement pour rompre avec l'écosystème français qui fait que les Africains doivent aller là-bas pour être évalués. Kizerbo dit non. En 1978, donc, les premiers CCI ont lieu. On a les premières promotions de maîtres assistants et qui arrivent dans ce contexte. Donc, Kizerbo, c'est vraiment le père. l'âme du Alors, c'est un ouvrage qui a intéressé Brouillapo et Didier Nguessan. On regarde et on se retrouve juste après. Dr Chikouna Cissé est enseignant-chercheur assistant au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il livre, à travers les pages de son ouvrage sur le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, un demi-siècle d'histoire de l'institution entre 1968 et 2018. Divisé en 3 parties et composé de 2 sous-parties chacune, l'ouvrage explore en premier lieu la genèse de l'institution en quête d'une affirmation de soi distincte des normes académiques françaises. Il étudie ensuite les dynamiques évolutives de l'institution entre légitimation juridique et difficultés financières. L'auteur observe la marche vers la modernité avec les réformes institutionnelles entreprises au début du XXIe siècle. Il rappelle le manque de ressources écrites. Les sources orales ont donc permis, dans une tâche ardue, de reconstituer des pans de l'histoire du CAMES. Il y a eu toutes ces difficultés, mais surtout beaucoup plus de succès. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que le CAMES a permis d'obtenir sur le champ de l'enseignement supérieur en Afrique? Le premier succès du CAMES, c'est d'abord ce que le CAMES donne sens à l'idéal panafricain, c'est-à-dire la mystique unitaire, tant prônée par les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, les Padmore, les Dubois, les Garvey. Donc le CAMES d'abord implémente cette idée de panafricanisme. Ça, c'est le premier succès. Je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent du CAMES en Afrique et ailleurs dans le monde. Deuxième succès, c'est que le CAMES arrive à finir avec le cas de suggestion, comme je l'ai dit, où il fallait aller en France pour être sacré dans un autre grade. Alors, je ne pense pas qu'il soit possible de s'autodéterminer sans
avoir la liberté de penser par soi-même, comme le dit Issa Chivi le Malawite. Certains pourraient demander aussi comment ça se passe avec les évaluations des autres. Il faut rappeler qu'il y a des listes internes par pays, pour ceux qui sont ailleurs, c'est par pays, mais avec le CAMES, nous avons 19 pays qui sont mis ensemble au sein du CAMES. Troisième succès du CAMES, ce sont les concours d'agrégation. Le concours d'agrégation d'économie et de gestion qui a eu lieu pour la première fois au Sénégal en 1982, c'est un succès du CAMES. Le troisième succès du CAMES, ce sont les concours d'agrégation de droit et d'économie. Le premier concours a eu lieu à Abidjan le 7 novembre 1983. Et c'est à cette session que des Ivoiriens comme l'OS Jacqueline Oble a été sacré agrégé, mais aussi Denis Segui-René, qui est de la même promotion du CAMES de 1983. Donc voilà vraiment des succès et qu'il faut saluer. C'est vrai que souvent nous avons la tendance de brocarder les systèmes, le feu de Juvénal à la main. Mais je pense que lorsqu'il y a aussi des acquis, il faut les célébrer. Donc le CAMES est un acquis africain qu'il faut célébrer. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des défis à relever, il y a encore des éléments à revoir, mais fondamentalement, le CAMES, s'il n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Oui, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui a soutenu le CAMES déjà dans les années 80, on se rappelle de cette bouffée d'oxygène financièrement parlant que le président Félix Houphouët-Boigny avait admis. Et surtout, on ne peut pas parler du CAMES sans parler de cet Ivoirien qui fait la fierté, le professeur Souleymane Konaté, qui est à la tête du CAMES depuis 2023. Oui. Et ça nous permet peut-être de parler de ces défis qui restent, professeur. Oui, d'accord, effectivement, vous avez raison de le rappeler. C'est que lorsque la crise éclate au sein du CAMES, en 80, il n'y a plus d'argent. Le CAMES demande un découvert bancaire auprès de la Banque des Volta de 10 millions. Houphouët-Boigny qui apprend la nouvelle, il remet une mallette de 20 millions de francs CFA à Paul Akoto-Yao pour soulager un peu les finances du CAMES. Ça, je pense qu'il faut le mentionner. Et donc, ce n'est que justice qu'un Ivoirien, finalement, Souleymane Konaté, le prof Souleymane Konaté, prenne les rênes du CAMES. Parce que le CAMES a été un élément, et la Côte d'Ivoire plutôt a été un élément important du dispositif du CAMES. Et donc, ce n'est que justice qu'en 2023, finalement, un Ivoirien prenne les rênes de cette institution panafricaine. Merci, professeur Chikuna Cissé, auteur de l'œuvre Le CAMES 1968-2018, un demi-siècle au service de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Ça fait maintenant un peu plus d'un demi-siècle, peut-être un tome 2 pour nous raconter la suite du CAMES. Merci. Alors exactement, le CAMES a maintenant 57 ans et 3 jours aujourd'hui. D'accord. Donc je pense que le tome 2 va venir. Merci, l'invité de la page Kitchen. Merci, professeur. Merci. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Ahmed Siloué. Ce soir, le sage nous apprend que les bêtes ne se trompent jamais de troupeau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.